Bonjour à tous. Merci de participer à cette neuvième table ronde des rencontres nationales Ville Équipe d'Europe 1. Alors, dans cette table ronde, on va s'intéresser aux délaissés urbains, aux limites, aux franges, aux entre-deux et aux sites marqueurs de l'héritage de la planification du XXe siècle, donc les zones d'activité industrielle, les zones commerciales, les infrastructures, les entreprises ou encore les parkings délaissés. Ces sites, a priori pensés comme l'en dehors des villes, invitent en fait à nous intéresser à l'envers du décor pour nous interroger sur le devenir de ces territoires. On va s'intéresser à la ville telle qu'elle est pour tenter d'ouvrir de nouveaux imaginaires et de nouveaux territoires dans la pensée urbaine. On va commencer par la réinvention du modèle des zones d'activité, le déplacement du modèle fonctionnaliste incarné par l'idée de séparation des activités économiques du reste du tissu urbain. Il y a de nombreux projets qui nous proposent la création de quartiers d'activités vivants et habités en inventant de nouvelles formes architecturales et urbaines adaptées aux exigences de la nouvelle économie. Il y a d'autres projets qui s'intéressent aux infrastructures autoroutières et aux espaces ordinaires de la vie quotidienne, pardon, pour penser à un urbanisme où l'espace d'en bas de chez soi devient le lieu central de la production urbaine, sociale, économique ou encore écologique. Alors, pour débattre de ces espèces d'espaces, on va s'intéresser au site de Chantigny, qui s'ouvre sur un vaste délimité métropolitain situé à 10 km à l'est de Paris. Le site proposé correspond au terrain dit de la VDO, donc la voie de desserte orientale, un projet de liaison autoroutière abandonné dans les années 1980. Et on va s'intéresser également au site de Romainville et la question de la disparition annoncée de l'autoroute A186. Alors, pour discuter justement de ces délaissés urbains et de ces espèces d'espaces, on a un certain nombre d'invités et d'intervenants. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup pour votre présence à cette table ronde. On a comme invité à cette neuvième table ronde donc Philippe Hermé, directeur opérationnel secteur 1 de l'EPA Marne. Nous avons Dominique Alba, directrice générale de l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme. Nous avons également Lavadino, bonjour, Sonia Lavadino, géographe, anthropologue et sociologue urbaine et responsable de l'agence Bifluid. Et puis, on a toute une série de représentants des équipes donc, qui ont répondu à ce concours Europan et qui ont été lauréates, en tout cas mentionnées ou qui ont reçu des mentions spéciales. Donc, nous avons Métropolis Métabolisme, le projet mentionné à Romainville avec la présence de Clémence Estrada. Bonjour. Bonjour. Nous avons le projet Labs, qui est le projet de mention spéciale à Romainville, avec la présence de Catherine Gaston. Bonjour également. Bonjour. Et puis, le projet verdoyer, cultivé, hybridé, le projet mention spéciale à Chantilly, avec Lila Bono et Daniel Azanas. Bonjour. Merci à tous d'être présents. Donc, ma première question, donc je me tourne vers vous, Sonia Lavadino, avec une question extrêmement courte mais complexe. Pour vous, qu'est-ce qu'un délaissé urbain? La première question, effectivement, est celle de la pause. C'est une question temporelle. Hein, comment on va s'occuper ou pas de cet espace qui est délaissé. C'est vrai que délaissé est un mot qui a une acception négative. On peut le voir comme quelque chose qui est finalement négligé, qui n'aurait pas lieu de l'être. Mais on peut aussi penser le délaissé comme un espace qui serait un espace de jachère, un espace qui serait productivement laissé en suspens, en pause, pour laisser advenir une ville qui n'est pas encore là et qu'on souhaite justement peut-être expérimenter ou qu'on ne souhaite pas encore hypothéquer un futur qui, notamment quand on a besoin d'espace de respiration ou d'éléments de ce type, ou quand on est en transition entre plusieurs économies et qu'on a justement besoin de laisser venir la ville, de la laisser venir dans d'autres formes urbaines que celles qu'elle a aujourd'hui. Donc, je pense que de ce point de vue-là, on peut pas toujours voir le délaissé comme une contrainte ou comme un problème. Ça peut être aussi vraiment une opportunité. Je le vois comme ça. En revanche, ce que je vois comme problématique aujourd'hui dans la plupart des villes, c'est que le délaissé reste plutôt un point mort ou
je dirais, une occlusion, un élément qui n'est pas pensé, qui se fait par défaut, hein, c'est-à-dire que ça devient délaissé sans vraiment le faire exprès. Mais je pense qu'il y aurait un besoin qu'on soit beaucoup plus intentionnel, qu'on soit beaucoup plus clair sur qu'est-ce qu'on veut délaisser et pourquoi on veut le délaisser, et aussi quand est-ce qu'on veut reprendre ces éléments délaissés et pour quoi faire justement. Hein. Très bien, merci beaucoup. Donc, considérer le délaissé urbain comme une opportunité, c'est possible, mais peut-être avoir au fond une stratégie urbaine de la jachère, ça pourrait être ça un petit peu cette idée. Absolument, c'est exactement ça. C'est vraiment une stratégie à la fois temporelle et spatiale qui consiste à mettre en jachère un certain nombre d'éléments dans la ville avec une vraie stratégie, je dirais, d'appropriation de certains espaces et une vraie stratégie de mise en pause, de mise en jachère d'autres. Sachant que pour une ville créative, véritablement créative, une ville qui serait toujours en avance un peu sur son temps, il conviendrait que l'on ait toujours un ou deux ou trois ou cinq espaces délaissés qui sont de manière exprès laissés en friche et surtout utilisés comme un lieu d'expérimentation de l'avenir. Bien, merci beaucoup. Philippe Hermé, vous retrouvez dans les propos de Sonia Labadino concernant cette notion de délaissé urbain? Il y a effectivement cette notion d'abandon temporel. Ce qui est particulier, moi, je trouve, dans la vidéo, c'est que la vidéo, c'est pas une friche qui est issue d'un changement d'usage ou d'un abandon, comme on aurait pu en parler pour les zones industrielles ou les zones de production. C'est pas non plus un oublié de l'urbanisme. C'est pas un secteur qui avait été avant. C'est la particularité, ce sont des terrains qui ont été gelés, comme on l'appelait, c'était le projet d'une autoroute. Et cette autoroute, comme vous le dites, elle a été abandonnée dans les années 80, mais très concrètement, elle est abandonnée bien depuis beaucoup moins de temps que ça, puisque elle était possible dans tous les schémas directeurs de l'aménagement de la région Île-de-France jusqu'au dernier. Et donc, elle apparaît aujourd'hui comme une opportunité, alors que jusqu'à présent, elle était un espace complètement congelé et interdit à toute réflexion. C'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième, effectivement, où je me retrouve, c'est que face à une comme celle de la vidéo, il y a toute une série de problématiques qui apparaissent. Sur ce secteur-là, il y en a 4 qui sont très importants. Il y a la question de se déplacer. Cette vidéo, c'est l'emprise d'une ancienne autoroute. Elle a donc un certain sens en matière de lien entre les territoires. Et donc aujourd'hui, elle fait l'objet de projets de transport en commun. Il y a la question de travailler. Champigny est une ville qui est en train d'emploi et qui, historiquement, de la vidéo, a développé des zones d'activité qui sont aujourd'hui complètement obsolètes. Il y a la question de respirer, la question de l'environnement, puisqu'il y a cet héritage de la non-construction sur un territoire, donc forcément une certaine part importante de la nature qui est restée en place. Et puis, il y a la question de vivre, c'est-à-dire que effectivement, ce plateau de Champigny, en fait, le paradoxe, c'est que cette prise de la vidéo n'a pas bougé, mais tout le reste du plateau, sur des surfaces gigantesques, c'est lui urbanisé à un rythme très rapide depuis les années 60, avec des grands ensembles, des zones d'activité, du logement, du pavillonnaire. Et donc, finalement, cette prise abandonnée, elle est le dernier lien possible entre tous ces tissus. Et la troisième chose que je voulais dire, je rejoins, il y a un vrai sujet de projet d'ensemble et de coordination de la réflexion de ce qu'on veut faire sur un territoire comme celui-là. C'est pour ça que EPAMA, en tant qu'établissement public de l'État, est présent. Il ne s'agissait pas, parce que la vidéo, finalement, c'est un tracé qui est très long,
hein, qui concerne 5 communes de la première couronne. Et il ne s'agissait pas effectivement de se dire on fait un simple remplissage d'espace qu'on a gelé pendant 50 ans. Il s'agit vraiment de penser toutes les fonctions qui ont un sens. Cette unité extraordinaire, on en a très peu en première couronne parisienne. Très bien, merci beaucoup pour ces propos introductifs sur la notion de délesté urbain. Clémence Estrada, donc vous n'êtes pas intervenue sur le site de Champigny, mais sur le site de Romainville, à travers donc votre projet qui a été mentionné, donc le projet Métropolis Métabolisme. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être réagir à ces premiers propos et présenter plus en détail votre projet Métropolis Métabolisme, avec peut-être une description de ce que vous souhaitez mettre en place, donc l'atelier public de la ville productive, nous en dire un peu plus. Métropolis Métabolisme, c'est un processus de projet pour accompagner l'évolution d'un quartier en pleine mutation. Donc, on a Romainville où l'autoroute S186 est en démolition et où le tramway T1 s'apprête à arriver. Et on a imaginé un processus en 3 temps. Donc, le temps 1, c'est le temps du diagnostic et de la discussion. C'est le moment où on se met en relation avec les habitants et les acteurs publics concernés par le site. Le temps 2, c'est le temps de l'espace public. La station de tramway de la Libre Pensée est créée au bord du délaissé de l'autoroute et c'est là, sur ce terrain de 2 hectares, qu'on crée un parc. Et le temps 3 des architectures, au bord de l'autoroute A3, on crée une plateforme de la ville productive qu'on appelle l'échangeur et en même temps, les tissus pavillonnaires existants se transforment. Donc tout ça, ça compose un projet urbain d'ensemble et l'atelier public va être présent dans ces 3 temps. Le projet, c'est aussi un projet à 3 échelles. L'échelle métropolitaine de la ville productive, donc avec l'échangeur qui fait l'interface entre l'échelle métropolitaine des productions et l'échelle locale du dernier kilomètre. La deuxième échelle, c'est celle du réseau d'espaces verts sur le territoire d'Est Ensemble et de Romainville. On défend l'idée d'un parc public. Pour nous, c'est un invariant du projet qui va être une nouvelle centralité directement liée au tramway et qui va donner la possibilité aux habitants des 2 quartiers qui étaient avant séparés par l'autoroute de mieux se rencontrer dans le quartier. Et enfin, l'échelle locale de la transformation du tissu urbain existant. Donc là, c'est là où le bâti et le foncier vont devenir le support d'intervention à petite échelle. Ça peut être un remembrement de parcelles, l'extension d'un pavillon pour accueillir une nouvelle activité. Plein d'initiatives en fait qui peuvent être individuelles ou collectives et qui défendent la liberté de chacun de transformer et d'améliorer ce qui est déjà là. Donc pour accompagner l'évolution du quartier dans ces différentes étapes, dans ces différentes échelles et pour amorcer un processus de projet avec les habitants et toutes les parties prenantes, on met en place dès le départ l'atelier public de la Libre Pensée. Donc qu'est-ce que c'est cet atelier et qu'est-ce qu'on va y faire? C'est l'atelier public, c'est l'outil indispensable qu'on met en place pour une élaboration partagée du projet. C'est d'abord c'est un lieu physique qui est ouvert au public, où chacun va venir exprimer ses envies, ses besoins, qui a une position centrale tournée vers le site de projet. Donc, on commence par s'installer sur place, on rejoint les habitants et les acteurs publics dans leur réflexion. On a déjà entamé cette étape lors d'une réunion publique en février, où on a pu percevoir, par exemple, un manque de confiance des habitants envers la démarche de la municipalité et les premières études qui avaient été présentées. Donc, on a également échangé avec la ville, avec le directeur du projet du tramway. Et ce lieu, cet atelier, ça va devenir le lieu d'échange qui va réunir tous ces acteurs avec l'idée d'élaborer collectivement le projet dont on laisse la programmation volontairement ouverte. Donc, il y aura des ateliers de projet, on va être de l'évolution du quartier autour de maquettes, de grandes cartes, du terrain et des rendez-vous où régulièrement on présentera l'avancée simultanée du diagnostic et du projet sous forme de conférences débats à travers différentes thématiques, donc pour élargir la réflexion sur le quartier ou l'enjeu métropolitain. Et cet atelier s'inscrit dans un périmètre de projet élargi. Donc pour nous, la création du parc, c'est l'opportunité d'imposer une contrainte qui va nous pousser à fabriquer le projet urbain ailleurs et autrement que sur un périmètre figé, en allant regarder en fait dans le tissu urbain diffus des potentiels. Donc ce projet, on va l'élargir à 3 quartiers dans un périmètre de 100 minutes à pied de l'atelier public, le chemin vert, les Ormes et les Grands Champs.
Ces quartiers, on va les observer minutieusement. Grâce aux rencontres, à la présence de terrain, à l'analyse cartographique, on va commencer à répertorier les lieux potentiels dans le tissu existant pour imaginer des projets. Et ça va nous permettre en fait de cibler des lieux stratégiques. Donc ça peut être une centralité, un linéaire de rez-de-chaussée actif, une entrée de quartier, etc. Donc c'est un lieu, c'est un périmètre et c'est un cadre de projet qu'on veut collaboratif, avec une programmation qui est ouverte mais des objectifs clairs. Cette structure, vous l'aurez compris, elle réunit les habitants, mais pas seulement. Elle réunit aussi la collectivité, le PT, le conseil départemental, les PIF, les opérateurs privés, etc. Et elle se met à la disposition en fait de tous ces acteurs pour transmettre la connaissance qui aurait été acquise des réalités du site, des possibilités, mais aussi une connaissance des outils réglementaires et des montages juridiques de projet. Et c'est nous, en étant présents sur le temps long, qui allons assurer un rôle de coordination. On va mettre en lien ces acteurs publics et privés, coordonner les discussions, les négociations et tout ça sans perdre de vue les objectifs de défendre l'intérêt général, d'assurer la cohérence urbaine, sociale, économique de l'évolution du quartier dans son ensemble et surtout de fabriquer un projet urbain qui donne envie aux habitants du territoire. Voilà, donc nous aurions aimé que cette table ronde ait lieu déjà dans l'atelier public de la libre pensée et nous espérons s'y retrouver prochainement. Ça a été extrêmement pertinent. Merci beaucoup pour cette présentation donc, du projet Métropolis Métabolis. Du coup, je me tourne vis-à-vis des autres équipes. Donc, le projet Labs, mention spéciale à Romainville, et puis le projet Verdoyer, cultivé, hybridé, mention spéciale à Champigny. Peut-être commencer par le projet Labs et peut-être vous faire réagir par rapport à ce qui vient d'être dit, et notamment sur finalement cette question, est-ce que le fait en fait de transformer, de réactiver un délaissé urbain, est-ce que ça implique de revoir un peu le modèle de gouvernance urbaine, et notamment est-ce que ça implique nécessairement la mobilisation, voire l'auto-organisation des riverains et des usagers. Donc peut-être Catherine Gascon, je vous laisse présenter votre projet puis réagir vis-à-vis de... Oui, d'accord. Donc là, finalement, pour nous, la définition de gouvernance, c'est qui va décider, qui va prendre le pouvoir d'arbitrer. Donc, dans ces deux questions qui nous est posées, c'est on va faire une seule réponse parce que oui, c'est nécessaire pour nous que les riverains se mobilisent dans ce processus-là. Donc, finalement, la gouvernance idéale, ce serait que les institutions, la ville, les départements, les intercos abandonnent un peu leur pouvoir et se mettent pleinement à l'écoute des habitants, et que de notre côté, on ait des habitants qui connaissent les mécanismes de la ville, des acteurs locaux qui seraient éduqués peut-être dès le primaire à connaître leur ville pour qu'ils puissent s'emparer de ces projets qui sont souvent complexes et qui puissent ensuite participer réellement au dialogue et aux discussions. Comme Clémence le disait, quand on a fait notre présentation lors d'une réunion publique, on a vu parfois de la méfiance, parfois des incompréhensions face à des projets qui peut-être étaient un peu trop théoriques pour eux ou un peu trop utopiques peut-être. Mais on a aussi vu, en tout cas, beaucoup d'enthousiasme et dynamisme chez ces gens-là sur le terrain, qui ont une vraie expertise d'usage et qui ont envie de participer au débat. Je pense qu'il faut par la suite multiplier ces outils de diffusion et Clémence l'a bien expliqué tout à l'heure, en multipliant les moyens de communiquer avec par exemple, peut-être des plateformes numériques pour mobiliser au maximum les riverains. Donc, avec Europan, notre objectif était de créer une micro-centralité en la rendant attractive et productive, en multipliant les dynamiques locales de services, de logement, de fabrication, d'artisanat, pour permettre la cohésion et la résilience du quartier, un peu comme le serait un écosystème naturel. Ce nouveau centre, avec ses dynamiques locales et son identité propre, et aussi par l'arrivée aussi du T1, va pouvoir s'insérer dans cette grande échelle qui est l'échelle métropolitaine. Donc oui,
le point de départ, il est le dialogue avec les locaux, avec toute la complexité et sa multitude d'acteurs, les riverains, les entreprises, les commerçants qui sont experts des usages, des besoins et des tensions présentes sur le terrain qui peuvent mettre au service du territoire leur compréhension fine du terrain. Ce qu'on a donc proposé, nous, c'est pour une gouvernance équitable, multi-acteurs, c'était d'abord de rétablir les conditions du dialogue et ça avant même l'arrivée du T1. On suggère d'abord de renaturer le site avec des actions locales très rapides, de mettre en place une trame légère par des voies douces qui va permettre de traverser le site, de le relier au quartier entre eux. Et ce travail de maillage vient en quelque sorte penser soigner cette coupure, cette coupure avec une trame qui vient se greffer en fait au tissu existant autour. Donc ces coutures qu'on vient aussi par ces coutures, on vient aussi révéler un parcellaire agricole avec des bandes d'où est venu notre nom Labs. Ces lanières qui font aussi partie de l'identité du site et de l'identité de Romainville. Donc, une fois que le terrain est apaisé, on vient mettre au cœur du dispositif une structure légère, facile à mettre en œuvre, très rapidement. Un lieu de rencontre que nous, on a appelé la guinguette, mais c'est en quelque sorte un agora, un lieu de dialogue qui va se poursuivre sur le terrain et qui va activer le site. On permet du coup aux locaux de se réapproprier le lieu, de traverser et d'imaginer des nouveaux usages. Quelle forme va prendre la gouvernance? J'avoue, dans notre projet, c'est pas quelque chose qu'on a développé. Si on l'a développé, mais je pense qu'on vient plutôt offrir rapidement un cadre et des conditions physiques pour y arriver à cette gouvernance-là. Donc, on a poussé un peu plus loin. Après, on a imaginé une fiction sur ce site-là, une hypothèse, parce qu'on est architecte et aussi on habite à Romainville. Ça nous a amusé d'imaginer ce que pourrait devenir le quartier, mais c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Et ce qui doit ressortir de ce travail, c'est surtout les interfaces qu'on a essayé de créer entre le privé et le public. Comment on va essayer de faire dialoguer des lanières, des bandes paysagères qui sont finalement très souples et ouverts aux usages, à la spontanéité et à l'inattendu sur le temps très long finalement du projet. Donc, très bien. Merci Catherine Gascon. Je suis désolé, je suis un peu obligé de vous couper parce qu'on est contraint un peu par le temps. Merci pour cette présentation. Peut-être laisser la parole également donc à Lila Bonneau et Daniel Azanas concernant le projet verdoyer, cultivé et bridé, donc le projet mention spéciale à Champigny. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots de vos intentions et de votre projet, notamment au regard de cette question de la gouvernance, de la mobilisation de... Ok, bon, simplement, nous, on voulait vous présenter d'abord le projet, puis répondre à la question sur la gouvernance dans un deuxième temps que Daniel répondra dessus. On voulait vous revenir aussi également rapidement sur la notion de délaissé urbain. Pour nous, c'était un espace provisoire, dépourvu d'usage officiel, et qui a engendré une césure réelle dans le tissu urbain. Et depuis quelques années, bon, cet espace a fortement évolué et a été réapproprié par le vivant. Notre vision du délaissé urbain a évolué avec ce projet, puisque finalement, ce projet vidéo qui n'a pas été construit, réalisé, a sauvé les dernières traces de ruralité du site et bien sûr a laissé un site non construit. Ce site devient alors le grand rescapé de l'histoire de l'urbanisme du XXe siècle et donc une ressource naturelle pour la vie durable du XXIe siècle. C'est un point qu'on tenait à souligner. Et donc, on s'est posé la question suivante. Face à la crise environnementale et la nécessité de reconnecter l'homme au local et à la nature, comment prendre soin des habitants et de leurs terres nourricières au sein d'une métropole? Donc voilà, notre problématique générale, c'était celle-ci. Et donc, pour y répondre, à l'échelle du projet, on a formulé notamment quatre points. Ne pas construire sur le terrain, transformer la discontinuité de la friche en espace catalyseur de la connexion urbaine, offrir la possibilité aux riverains
de se reconnecter avec la nature au sein d'une métropole. Et puis, le quatrième point, profiter de l'opportunité unique d'avoir une promenade verte à grande échelle et transitoire dans le Grand Paris. Donc, ce projet offrira différentes ambiances, des espaces cultivés, des jardins contemplatifs et de loisirs, des espaces libres d'usage et des espaces dédiés au développement durable. Et nous sommes posés également cette question, comment conserver et mettre en lumière les espaces naturels et non construits tout en densifiant et réorganisant les parcelles foncières déjà urbanisées. Donc, à ce titre, pour répondre aux nécessités en termes de logement et de tertiaire, on a donc proposé de travailler les limites de sites et de retravailler le tissu urbain. Donc, les industries, en les hybridant, comme on a pu le signaler, extension, surélévation, une attention portée au logement collectif, en retravaillant notamment ces espaces pour améliorer les conditions de l'habitat, et puis les zones pavillonnaires, notamment suivant le modèle de BIM. Tout ce travail était donc afin de promouvoir finalement le développement de la proximité. Alors nous, on sait que ce projet peut paraître utopique, mais il se veut, pour nous en tout cas, acteur du changement et de l'intérêt. Je laisse la parole à David. Et nous, la question concernant la gouvernance idéale pour la mise en place de notre projet, nous, on est convaincus qu'un projet de cette échelle doit s'appuyer sur tous les acteurs de la communauté pour assurer son succès. Donc, une combinaison d'acteurs publics, privés, de la vie civile sont clés pour donner vie à cet espace contemporain productif. Donc, les associations de voisins locales, les institutions publiques, les entreprises privées et même des initiatives individuelles combinées et correctement coordonnées activant le lieu. Donc, nous, on avait juste envisagé 3 phases esquissées dans le projet. La première phase, pour nous, c'était des dispositifs de rencontre pour connaître le ressenti, les nécessités pour que le projet puisse être porté par tous et échanger avec les municipalités, les services d'urbanisme, les maîtrises d'ouvrage afin de préciser et développer les enjeux associés à la friche autoroutière. La deuxième phase, ça serait commencer à analyser les enjeux urbains pour la densification du tissu existant et aménager les espaces en forme grâce à des mises en place d'ateliers, des associations, des initiatives privées, etc. La troisième phase, pour nous, et dans laquelle on vérifie que le projet a bien fonctionné, c'est dans laquelle les interventions extérieures ne sont plus nécessaires et le projet est bien autonome. Donc, il sera co-géré par les propriétaires, les habitants, et ça devient un engrais vivant, naturel et humain. Très bien. Merci beaucoup Merci. pour cette présentation. Je me tourne maintenant vers Dominique Alba, directrice générale de Culture. Vous avez écouté les différentes interventions, la présentation des différents projets portés par les équipes. Peut-être recueillir votre réaction par rapport à tout ce qui a été dit dans le cadre de cette table ronde et terminer sur cette dernière question, puis je laisserai aussi les autres intervenants réagir par rapport à cette question. En quoi les espaces libres et vacants peuvent devenir les nouveaux lieux productifs de la métropole? Donc, Dominique Alba, je vous laisse réagir. Je vais d'abord saluer Sonia. C'est loin, mais quel plaisir. Et puis les 3 équipes, bravo pour votre présentation qui permet, on s'est vu il n'y a pas très longtemps pour parler de la vidéo. Donc peut-être, moi, une chose qui m'interpelle un tout petit peu là, dans les échanges auxquels on vient d'assister, c'est la notion de projet. C'est toujours très difficile de trouver l'équilibre entre installer un processus sur un lieu, puisque vous parlez tous de processus, et à un moment, il faut quand même que ce processus s'incarne pour quelque chose. Et c'est vrai que la friche, elle fait rêver. L'espace non organisé dans la ville est toujours un espace plein d'espoir. Et souvent, ce qui se passe après ne correspond pas toujours aux espoirs attendus. Et là-dedans, on a une question qui se pose, c'est quoi la notion de projet? Qu'est-ce qu'on doit dessiner? Qu'est-ce qui doit guider, je dirais, l'intervention? On voit bien là qu'il y a des tentatives. Je sais que l'EPA Plaine de France, l'EPA Marne, pardon, fait sur la vidéo des exercices qui sont très complexes parce que, en fin de compte, il y a tellement d'acteurs qu'il est très difficile de faire naître un projet et qu'un processus, ça n'est pas un projet. Et je vois là dans les 3 équipes ce que vous proposez,
il y a un moment où le système doit je dirais, se poser. C'est vrai que la proposition de Clémence est très structurée. C'est là qu'on voit qu'on a besoin de ça. Et donc, pour revenir à la question de ce que l'espace, je dirais que la ville a de l'espoir partout. Il n'y a pas que le friche, il n'y a pas que les endroits délaissés ou les endroits en dehors qui permettent de faire des choses inventives et créatives sur toutes sortes d'espaces. Mais il est clair qu'on attend plus en termes de poésie urbaine des espaces qui n'ont pas encore été investis. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas pour quelle raison, on va dire qu'on est tous responsables de ça, on produit la même chose partout. Donc, on a une sorte d'uniformité comme ça qui s'installe et on perd la poésie des paysages, on perd les couches de l'histoire, on perd le mélange des choses, on perd le mauvais goût d'une certaine façon et on perd l'inconnu. Et je crois que on voit là, et au travers de ces espaces friches et j'aime bien la stratégie urbaine de la jachère, comme dirait Sonia, peut-être que ça peut nous aider à accepter ces différences et à retrouver des choses qui vont continuer à faire parler les villes et à nous faire rêver. Donc, c'est pas facile. Ça pose beaucoup de questions et je pense que les architectes en particulier sont les mieux placés pour faire ça. Et de loin, parce qu'ils sont formés pour ça. Simplement, ils sont toujours à un moment, ils basculent dans l'exercice formel pour apporter une réponse à une conversation qui, elle, est informelle. Donc, la chose n'est pas facile. Quelques-uns d'entre nous y arrivent. On voit les travaux de Patrick Bouchin ou d'Alexandre Chemetov qui sont, je dirais, les artistes de cette façon de faire. Ils sont peu nombreux, mais ils existent et ça vaut le coup de regarder ce qu'ils font. Okay. Voilà. Je ne sais pas si c'est autre chose, je pense que ça peut interpeller en tout cas certaines des personnes présentes. Parfait, donc si j'ai bien compris, il faut qu'on réapprenne à retrouver ce mauvais goût, c'est ça? Oui, vous êtes un journaliste, hein, donc dès qu'on dit un mot comme ça, vous le reconnaissez. Je pense qu'il faut qu'on réapprenne une chose qui est essentielle, c'est que les villes que l'on aime, ce sont des villes chargées d'histoire et elles ont plein de couches. Et que quand on a un espace en friche, il y a une chance, c'est qu'elle est restée d'une couche d'avant et qu'il ne faudrait pas la perdre au profit d'une couche battue. Et c'est là que je dis que ça peut parfois heurter notre goût. Très bien. Non, mais j'ai bien compris. Merci beaucoup. Sonia, peut-être réagir vis-à-vis des propos de Dominique Albin? Je rejoins Dominique sur ce qui vient d'être dit sur la question de l'épaisseur nécessaire, cette épaisseur temporelle, ce système de couches. J'entends par là qu'en effet, les villes ont une histoire et que c'est difficile de vivre uniquement dans une contemporanéité, dans un présent perpétuel où toutes les villes, effectivement, se ressembleraient beaucoup trop. Et la friche nous offre une opportunité pour garder ce syncrétisme, pour garder cette particularité, essayer de s'appuyer sur des éléments du passé. Alors, pas forcément, et je suis de loin pas en faveur d'une approche qui serait patrimoniale ou trop dans une logique de préservation, mais vraiment d'utiliser ça comme plutôt une réinvention, une contextualisation. Souvent, lorsque j'évalue des espaces publics, je donne des doubles points à des gens qui arrivent à la fois à faire, et c'est très difficile à faire, à la fois tabula rasa du passé et à la fois s'appuyer sur le contexte. Mais je pense que c'est les projets les plus réussis, ceux qui arrivent à vraiment réinterroger ce passé, à arriver à aller de l'avant, à vivre dans son siècle. Il y a quand même beaucoup de villes qui restent figées dans des siècles précédents et c'est pas toujours une bonne chose. Et donc arriver à accompagner notamment l'essor des nouvelles économies. Là, en ce moment, on est dans l'essor de cette économie expérientielle et il serait vraiment bon que nous puissions sortir de l'économie tertiaire et que nous puissions vraiment rentrer dans cette économie des expériences et faire en sorte que les gens puissent retrouver des opportunités expérientielles dans les nouvelles formes urbaines qu'on va leur proposer et dans les nouvelles activités qui seront déployées dans ces espaces-là. Je pense d'ailleurs que l'approche des projets processus apporte une certaine possibilité à cette co-construction qui, je rappelle, est le propre des expériences, hein, c'est-à-dire que les expériences sont toujours co-construites, c'est toujours notre vécu qui fait partie prenante, qui est vraiment essentielle pour définir qu'est-ce que c'est qu'une expérience, par effet de contraste par rapport à un produit ou un service, qui sont des choses beaucoup plus faites par d'autres pour nous, hein. Et je pense que l'urbanisme, comme d'autres domaines dans la vie urbaine, est aujourd'hui en train d'être fortement réinterrogé sur cette question. On voit bien la production des espaces publics, même la production du logement, à quel point aujourd'hui elle redevient quelque chose qui
qui revient aux mains des citoyens. Et donc, de ce point de vue-là, il est clair que c'est important qu'on puisse se donner des marges de manœuvre aussi pour expérimenter, parce que je trouve que dans ce qui a été beaucoup dit par les équipes, il faut en effet beaucoup parler, mais n'oubliez pas qu'il faut aussi aller sur le terrain et faire des vraies choses. De ce point de vue-là, l'urbanisme tactique peut aider, mais aussi d'autres techniques d'expérimentation. Je pense notamment à Montréal, qui a vraiment intégré une façon de faire de l'urbanisme tactique en 3 ans, en s'appuyant sur des vrais budgets et en faisant comme si c'était un vrai projet. Simplement, le timing du projet est un peu différent, mais in fine, à la fin, on est bien dans un processus d'expérimentation à échelle 1-1, à taille réelle et avec je dirais, des budgets quand même conséquents. C'est pas non plus seulement des petits budgets ridicules d'expérimentation. Je pense que si on veut vraiment rentrer dans une logique d'expérimentation de la friche, on doit aussi quand même se donner un certain nombre de moyens et on doit se donner des budgets temporaires pour expérimenter sur des durées moyennes, qui sont pas les durées longues peut-être d'un projet qui serait totalement pérenne, mais qui sont pas non plus des durées uniquement de quelques mois. Et ce serait plutôt quand même se donner un certain confort dans l'expérimentation, partir sur plusieurs années. Je pense notamment à la démarche de Papillon Island à Copenhague, qui a vraiment institutionnalisé, si on peut dire ça, où Copenhague avait déjà finalement les promoteurs sous la main, l'argent sous la main, et ils ont décidé expressément de retarder le lancement du processus d'urbanisation de cette friche pour en faire un lieu d'expérimentation sur 5 ans, avec donc des accords. Aujourd'hui, on commence aussi à le faire en Île-de-France et en France de manière générale. Je pense que c'est des choses justement qui rejoignent ce que je disais au départ sur le côté beaucoup plus intentionnel de la gestion de ces questions-là et un côté qui doit être aussi beaucoup plus intentionnel sur la co-construction, qui ne doit pas juste être quelque chose qui serait de l'ordre de la parole ou de la co-conception, mais qui irait vraiment au-delà de ça et qui donnerait aux gens l'occasion réellement de s'approprier, je dirais, les expérimentations en cours d'être réalisées et dans lesquelles il y a un vrai vécu pendant probablement plusieurs années jusqu'à ce qu'on décide in fine si oui ou non qu'est-ce qu'on va garder de cette friche et de cette manière de faire de la friche. Donc, je pense que là-dessus, il faut qu'on rentre dans une sorte de processus qui adopte un temps qui n'est pas un temps long, mais qui est un temps semi-long et un temps réel du vécu dans lequel les gens peuvent de facto se positionner par rapport à la vraie expérience qu'ils ont eue de cette ville réappropriée et non pas par rapport uniquement à des plans ou par rapport à des projections de choses qui ne sont pas encore là. Je pense que de ce point de vue-là, c'est vraiment une opportunité qu'on a dans cette forme expérimentale de vivre la ville et qu'on n'aurait pas eu forcément si on était dans des parcelles classiques qui ne sont pas de l'ordre de la friche. Parce qu'on ne se serait pas autorisé ces expérimentations de gagner encore un peu de temps sur le temps, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que là, il y a vraiment une fenêtre d'opportunité à pas louper. On peut faire de l'import-export et apprendre de la friche pour l'appliquer aussi, en effet, à d'autres opérations urbaines plus classiques. Très bien. Merci beaucoup, Sonia. Donc, la friche, une vraie opportunité pour penser justement cette économie expérientielle et peut-être cette urbanisme tactique qui, in fine, faire projet. Il nous reste très peu de temps. Est-ce que quelqu'un a peut-être un mot de conclusion? Est-ce que vous avez une dernière réaction? Peut-être Philippe Hermé, si vous souhaitez réagir, ou un membre des différentes équipes représentées. Moi, j'avais peut-être deux remarques. Je partage beaucoup l'idée de Dominique sur la question de la construction d'un projet. Je pense effectivement que il y a effectivement cette partie expérimentale, mais il y a aussi cette partie de geste qui permet de faire réagir et de provoquer la délibération. Parce que moi, j'ai bien entendu pas mal de propos autour de la question des opportunités et puis et du dialogue avec les citoyens. Mais je pense qu'il y a une vraie question de délibération. Il y a un moment donné, effectivement, il faut que collectivement, il y ait des décisions qui soient prises de façon à tester un certain nombre de choses et de ne pas laisser les choses trop justement en simple espoir d'un projet qui ne viendra pas, quoi. Voilà. Moi, je suis je pense qu'il y a cette notion d'organisation
et de vision du territoire, de vision d'un projet. Il faut quand même essayer de pousser de façon à pouvoir mettre tout le monde dans la discussion, quoi. Et si on prend le cas particulier vidéo, c'est qu'on a une friche tout en longueur qui traverse énormément de tissus, puisqu'elle s'étend sur une bonne dizaine de kilomètres. Donc, elle est l'opportunité à la fois de plein d'initiatives, mais il faut qu'il y ait un geste d'ensemble à ce territoire. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette dernière réaction. Je peux dire un petit mot? Bien sûr. Un mot qu'a utilisé Philippe Hermé qui s'appelle le geste. Et il ne choisit pas de geste, c'est justement la difficulté. C'est qu'il faut arriver à faire des projets avec des choses qui sont peut-être c'est une boîte à outils différente, et je pense que ce qui a été présenté par les équipes et ce qui a été largement repris par Sonia sont des éléments de boîte à outils. Et à un moment, ça se dessine, c'est exact. Merci beaucoup pour cette participation à cette 9e table ronde. On a eu 9 tables rondes au total. Bravo Florian. Merci.